Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 9, Entre ciel et terre. Un titre ni rigolo, ni fun, ni rien, je n'ai pas trop trouvé de titre, je vous avoue. J'aurais pu mettre sa zouk sur terre, mais enfin je crois que je l'avais déjà mis dans le cours. On s'en fiche, c'est pas le titre qui compte. Donc c'était un cours pour voir si vous aviez un petit peu compris toutes ces histoires. Toutes ces histoires d'activités internes et externes de la Terre, bon, sachant que vous y reviendrez dans les années suivantes, mais c'est en fait en sixième, on pose les bases de ce qui existe, et puis après on rentre dans les processus les années suivantes, en cinquième, ou pas nécessairement en cinquième, ça dépend du prof que vous aurez, mais en tout cas, en fin de cycle 3, voilà, on pose un petit peu les choses. Alors peut-être que vous aviez déjà vu ça au primaire, ça dépend de l'enseignant que vous aviez eu, mais enfin, de toute façon, ça mange pas de pain de revoir un petit peu les choses. Donc j'avais pas fait un préambule très long, assez vite on était passé dans le vif du sujet, et la première mission, c'était définir les activités terrestres. Donc le but du jeu, c'était que je vous avais mis les deux activités possibles, donc activité interne, activité externe, et il fallait relier chaque type d'activité à ses bonnes caractéristiques, c'est-à-dire définir le moteur de chaque type d'activité et dire si ça affectait, enfin ce que ça affectait. Donc pour ça, il n'y avait pas de mystère, il fallait avoir lu le cours. Donc on y va tout de suite. J'ai préparé mes bidouilles, pour une fois, on progresse. Si j'étais une vraie, je ferais un montage avec des coupures, etc. Voilà, on va faire comme ça. Donc, pour l'activité interne, donc tout ce qui était séisme, volcan, activité hydrothermale et compagnie. D'ailleurs, j'y reviendrai parce que parfois il y a des pièges. Donc pour l'activité interne, le moteur, c'était pas l'énergie solaire, c'est pas l'énergie solaire qui produit des volcans et des séismes, ça marche pas comme ça. Le moteur, c'était l'énergie nucléaire. Nucléaire, c'est un adjectif qui veut dire du noyau, en fait. C'était pour gagner de la place dans mon texte. Et puis je me suis dit, s'ils savent pas ce que c'est que nucléaire, ils iront voir. Donc énergie nucléaire, c'est-à-dire l'énergie qui provient du noyau terrestre, qui est composé d'un alliage de fer et de nickel, et en fait dans lequel il y a des réactions thermonucléaires en permanence. Alors encore une fois, je refais un point, je vous l'avais dit dans le cours, mais faut sortir de la tête, mais c'est hyper compliqué parce qu'il y a même des modèles scientifiques qui sont complètement, qui induisent en erreur. Il faut se sortir de la tête l'idée du centre de la Terre qui est une sorte de feu géant avec des diablotins, des marmites et l'enfer et compagnie. Enfin, vous voyez, pas du tout, avec des grottes et des trucs comme ça, pas du tout. En fait, plus on s'enfonce vers le centre de la Terre, plus la pression est importante, plus les matériaux sont denses, globalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans le manteau terrestre, c'est pas totalement vrai, mais enfin bon. Et au centre de la Terre, il y a un assemblage métallique, si vous voulez, porté à haute température et pression, mais il n'y a pas de feu. Parce que pour qu'il y ait de la flamme, il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait de l'air, donc ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, évidemment, personne n'est allé foutre son nez au centre de la Terre. D'ailleurs, je le recommande pas trop, parce qu'à mon avis, c'est assez désagréable. De toute façon, vous seriez pulvérisé, vous seriez écrasé sur vous-même. Écramoisi complètement. Donc je crois que le forage, je sais plus la profondeur maximale d'un forage, mais enfin, on n'a jamais réussi à traverser intégralement, ne serait-ce que la croûte terrestre, c'est-à-dire la pellicule externe de la Terre. Donc si vous voulez, on n'a jamais creusé assez profond, on ne sait pas faire ça. Donc, je vous mettrai là, dans un coin, la profondeur maximale atteinte en forage, mais clairement, on n'est jamais arrivé au centre de la Terre. Alors, vous allez me dire, mais comment sait-on de quoi est fait le centre de la Terre? Excellente question. On le sait par des analyses indirectes, en fait. On en est quasi sûr, mais effectivement, en toute rigueur, personne n'est allé voir. On le connaît, le centre de la Terre, et on connaît sa composition et son aspect grâce à des grands principes de physique qui s'appliquent forcément au centre de la Terre, puisqu'ils s'appliquent à sa surface, donc ça marche. Et puis grâce à l'analyse de la diffusion des ondes sismiques à travers le globe, on a réussi à en connaître, en fait c'est comme une sorte d'échographie, on a réussi à en connaître la structure déjà, et puis c'est un peu compliqué, mais en analysant la chimie des roches en surface, on peut en déduire la chimie des roches en profondeur. C'est un peu compliqué, mais enfin voilà. Donc on ne le sait pas directement, effectivement, mais on a quand même de bonnes certitudes sur le fait que c'est comme ça. Donc sortez-vous de la tête l'idée du feu central. Ça a été une théorie scientifique, le feu central, etc. Mais c'était au 19e siècle, donc on arrête.
Et donc, cette activité interne, bah, elle affecte les roches terrestres. Évidemment, elle affecte indirectement ce qui est au-dessus des roches, donc potentiellement l'eau. On en reparlera quand on parlera du tsunami. Mais le départ, c'est un ébranlement des roches, quoi, si vous voulez, une affection des roches terrestres. Pour l'activité externe, ça y est, j'ai déjà trop parlé, mais arrête de parler, c'est pas possible. Pour l'activité externe, donc c'est une activité dont le moteur est donc l'énergie solaire, qui chauffe l'eau et l'air et qui le met en mouvement, comme je vous avais expliqué dans le cours. Et donc ça affecte l'atmosphère, c'est-à-dire l'air qui entoure la Terre, et l'hydrosphère, c'est-à-dire toute l'eau en surface. Et donc c'est là que les deux process peuvent interférer, si vous voulez, souvent dans ce sens-là. C'est rarement l'activité externe qui provoque des activités internes. J'ai pas trouvé d'exemple. Peut-être que ça existe, mais pas sûr. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire l'activité interne qui peut avoir des répercussions sur les couches externes de la planète. On en reparlera. Voilà, donc c'était ça qu'il fallait faire, il fallait tirer 4 traits. Jusque-là, c'était bon. Et alors, évidemment, ceux qui n'avaient pas d'imprimante, fallait se taper de réécrire sur son cahier. Mais enfin, c'est pas la mer à boire, n'est-ce pas? Donc, on continue. Hop, je retourne en arrière. Deuxième exercice. Là, c'était un petit peu pour voir. C'était pas très dur. C'était pour voir si vous aviez bien compris concrètement à quoi ça correspondait, activité interne et externe. Donc, je vous avais mis différents événements traduisant l'activité de la Terre. Tant qu'à faire, j'en ai pris des un peu spectaculaires, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis il fallait m'entourer en rouge ceux qui étaient liés à l'activité interne du globe, et en bleu ceux liés à l'activité externe. Le code couleur était un peu bateau, mais au moins c'était clair. Donc, zou, on y retourne. Attendez, non, c'est celui-là. Donc, en rouge, les phénomènes liés à l'activité interne. Je vais entourer, je vais pas faire des ronds, faire ça. Je vais faire des carrés à bord, truc. Donc, activité interne, bon bah évidemment, une éruption volcanique, bah c'est une remontée de magma et des coulées de lave, sauf pour les volcans explosifs, mais ça vous verrez cette petite subtilité quand vous ferez le détail de l'activité volcanique. Dans les années futures. Donc, éruption volcanique, bah oui, ça vient du centre de la Terre, si vous voulez, donc c'est de l'activité interne. En activité interne, vous aviez évidemment les séismes, donc ça c'est un ébranlement des roches en surface suite à des ruptures rocheuses dues au mouvement des plaques tectoniques. Enfin, je rentre volontairement pas dans les détails, simplement c'était juste pour dégrossir un petit peu le travail. Et un petit faux ami qui était le tsunami. Alors certes, un tsunami, c'est-à-dire un raz-de-marée en français, tsunami c'est le terme japonais, c'est une énorme vague qui déferle sur les côtes, mais la vague, elle vient pas à cause d'un vent violent, heureusement, parce qu'à chaque fois qu'il y a des tempêtes, on se taperait des tsunamis, ce serait un petit peu embêtant pour les gens qui habitent sur la côte. Les tsunamis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça a toujours lieu dans les zones sismiques. Et en fait, d'où le Japon qui s'est tapé un tsunami, entre autres, mais il n'y a pas que, en toute la ceinture de feu Pacifique, les îles s'en prennent plein la tronche assez régulièrement, en tout cas plus qu'en Île-de-France, ça c'est clair. Et en fait, le principe de la vague, de la déferlante d'un tsunami, c'est que au large des côtes se produit un séisme sous-marin, parce que c'est tout à fait possible, il n'y a pas que sur les terres que se produisent les tsunamis, donc il y a une rupture rocheuse, il y a un soulèvement du plancher marin à distance des côtes. Évidemment, comme le plancher sous-marin se soulève, bah, toute la masse d'eau qui est au-dessus se soulève avec, et vient ensuite former une vague monstrueuse qui vient tout détruire sur les côtes. D'ailleurs, petite anecdote, parce que vous savez que j'adore les anecdotes, les tsunamis en général, on se rend compte, enfin si on est un peu informé, on se rend compte qu'il va y avoir un tsunami parce qu'il se passe un phénomène assez bizarre juste avant, enfin c'est pas bizarre en fait, ça s'explique très bien, c'est que l'eau au bord des côtes, sur les plages, etc., commence par il y a un grand silence en fait, parce qu'en fait tous les animaux ferment leur mouille, parce que eux, ils se rendent compte qu'il se passe un truc. Il y a bien que les touristes qui continuent à parler. Et en fait, dans ce grand silence, la mer se retire dans un premier temps. Elle se retire très 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 loin. Et c'est parce qu'en fait, comme il y a la masse d'eau qui au loin est en train de se soulever, bah, elle tire, si vous voulez, sur les eaux côtières. Donc les eaux côtières se retirent pour mieux revenir en mur d'eau ensuite. Et c'est ce qui a été fatal à des touristes pendant le séisme qui avait eu lieu en Indonésie en je sais plus quelle année.
Je vous remettrai la date, là, je vous remettrai la date. Il y a un film qui a été fait là-dessus, etc. Enfin, ça a été terrible en fait. Il y a un tsunami qui s'est produit cette année-là, et en fait, les touristes qui étaient en vacances sur l'île en question, dont j'ai oublié le nom aussi, c'est génial, je me suis vachement documentée pour ce cours, vous voyez. Je vous remettrai tout. Eh bien, les touristes, en fait, qui n'étaient pas du tout familiers avec ce type de phénomène, forcément, c'est affreux, ils étaient tous sur la plage en famille et tout, et ils ont vu l'eau se retirer, et ils ont trouvé ça marrant. Et c'est horrible parce qu'on a retrouvé parfois des cassettes, enfin pas des cassettes vidéo, oh là là, vieille prof, des enregistrements numériques, bref, de leur caméra, etc. Et voir des vidéos balancées sur les réseaux sociaux en direct. Et il y a des parents qui ont dit: venez les enfants, regardez, on va s'approcher, il y a l'eau qui recule. Et en fait, il y a des gens qui se sont amusés à suivre le recul de l'eau. Donc ils ont avancé, 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 c'est affreux. Et en fait, ils comprenaient pas qu'il allait leur arriver une catastrophe sur le coin de la figure. Et bah, quand ils ont vu la vague arriver dans l'autre sens, bah, c'était beaucoup trop tard parce qu'une vague de tsunami, ça déferle à une vitesse qui fait qu'en fait, quand elle vous touche, elle vous casse les jambes, quoi, clairement. Enfin, vous pouvez pas, vous avez beau courir, c'est trop tard. En fait, c'est dès que l'eau recule, faut se barrer, quoi. Alors là, en fait, j'étais tentée de vous mettre des gifs animés, des illustrations, etc. Comme je le fais d'habitude pour rigoler, mais franchement, c'est pas drôle du tout. J'ai trouvé des vidéos, franchement, c'est pas drôle. Moi, ça me glace le sang. Vous voyez, rien que d'en parler, ça me fait dresser les poils sur les bras, là, c'est horrible. Donc, pas drôle du tout, clairement, je me moque pas, ça a été un drame. Bon, voilà, j'arrête là, c'était un petit disclaimer. Aucune illustration là-dessus, parce que franchement, c'est pas rigolo. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans ces pays-là, alors je vous dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes chez les autochtones, mais dans ces pays-là, en général, les gens savent très bien analyser ça, notamment les peuplades indigènes, qui elles sont restées bien en contact avec la nature, savent pas expliquer exactement ce que c'est qu'un séisme, ils en ont aucune idée, mais par contre, ce qu'ils savent, c'est que quand les animaux sauvages se taisent et se barrent dans les terres, et que l'eau recule, probablement il va se passer une catastrophe, donc eux ont eu le réflexe en général d'aller se planquer, ce qui leur a sauvé la vie. Et les touristes, bah, c'était ballot, mais c'était trop tard. Donc voilà, sachez-le, si un jour, je vous souhaite pas de vivre un tsunami un jour, si un jour vous voyez l'eau qui recule anormalement sur une côte dans les îles Pacifiques, etc., je vous conseille d'aller vous planquer. En général, c'est pas vraiment bon signe. Voilà, alors bah, évidemment, le reste, c'était tout ce qui était lié à l'activité externe. Vous aviez ici une tornade, donc un mouvement tourbillonnaire. Ça se dit ça, tourbillonnaire? En rotation, c'est l'air qui se met en rotation. Je rentre pas dans le détail non plus de comment se forme une tornade, etc. Ça, on le verra plus tard. Enfin, on le verra une autre année. Donc ça, c'était l'atmosphère qui était concernée. Vous aviez les orages, des phénomènes électriques entre des masses d'air chargées positivement et négativement, et le sol. Bon, bref, mais à nouveau activité externe, et une bonne inondation, ça pour le coup c'est quelque chose qu'on a même vécu dans le Val d'Oise, à Éragny, donc des inondations, des débordements des cours d'eau qu'on appelle des crues, et qui viennent évidemment remplir les garages notamment, ce qui n'est pas très pratique. Voilà pour cet exercice, pour bien complexe. Il y en avait d'autres bien sûr, mais bon, j'allais pas tout mettre non plus. Exercice suivant. Alors, exercice suivant, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de vous caler du cours en plus, parce que je me suis rappelé que c'était peut-être utile que je vous rajoute ça, puisqu'on vous allez en reparler tout votre collège. Donc, c'est la notion de risque naturel. En fait, c'est un peu le fil rouge quand on regarde les programmes. On parle que de risque naturel. C'est pas flippant du tout comme vision du monde, les risques. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais il faut quand même en parler. Donc, je vous ai dit que voilà, l'activité de la Terre c'était cool, mais que vous avez compris, c'est pas toujours très cool, parce que quand on se tape de la foudre, un tsunami, de la grêle, une inondation dans la tronche, on se dit que la nature est hostile. Elle n'est pas hostile, c'est juste qu'il faut apprendre à vivre avec, mais bon, voilà. Mais comme on vit dans une société où il faut se protéger de tout, eh bien, il y a des gens, c'est leur métier, ils sont analystes en risque naturel. Je vous jure, c'est un vrai métier. Alors, me demandez pas la formation qu'il faut faire, c'est certainement des trucs très compliqués. C'est souvent des ingénieurs, et je suis en train de nettoyer ma table pendant ce temps-là, petit côté maniaque. Et donc, en fait, ces gens-là sont en fait responsables de la définition des risques, parce que, en fait, se protéger d'un risque, protéger une population d'un risque naturel, ça coûte vachement d'argent. Il faut créer des infrastructures, il faut mobiliser des gens, il faut former des gens.
Et on va pas s'amuser, si vous voulez, à, je sais pas moi, en France, on va pas s'amuser à former tous les enfants, tous les adultes, ainsi que les personnels d'intervention, type pompiers, etc., à se protéger par exemple contre les séismes. Parce qu'on en a quand même pas beaucoup. On en a hein, parfois dans le sud de la France, il y en a, mais c'est jamais des trucs monstres comme dans le Pacifique par exemple, ou en Amérique du Sud ou quoi. Et on va pas surtout commencer à faire comme les Japonais, à faire plein de constructions parasismiques, antisismiques, avec des immeubles construits sur des vérins hydrauliques, etc. Je sais pas si vous imaginez le pognon que ça coûte. Donc on pourrait se dire, oh bah oui, bah on le fait au cas où, on sait jamais. Ouais, mais non, bah on n'a pas assez de sous, donc on va pas faire les trucs au cas où parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il y a des gens qui sont payés pour dire si oui, ça vaut le coup ou pas de s'équiper et de se préparer contre tel ou tel risque. Donc ils doivent définir les risques. Et je vous ai expliqué qu'il suffit pas de dire risque important, risque pas important. En fait, c'est pas si simple. Un risque, en fait, ça dépend de deux paramètres. Je vous refais pas tout le truc, hein, qui sont l'aléa et l'enjeu. Grosso modo, l'aléa, c'est la probabilité que le phénomène naturel se produise. Donc fortement probable ou peu probable. Je vous ai mis des exemples hein, qu'on reprendra, mais voilà l'exemple d'un incendie sur la banquise, peu probable. Un séisme à Tokyo, beaucoup plus probable. Donc voilà, aléa fort ou faible. Et puis il y a l'enjeu. L'enjeu, c'est combien de personnes, j'ai dit que des personnes dans le cours, mais combien d'infrastructures aussi sont concernées. Par exemple, je suis navrée encore une fois, mais des tempêtes de sable en plein désert, l'aléa est très élevé. Il y en a souvent des tempêtes de sable. Ça peut être très destructeur, sauf que, en fait, qui est concerné par ça Les lézards, les serpents, les scarabées. Je suis désolée pour les lézards, les serpents, les scarabées, mais en fait, on va pas envoyer l'armée pour sauver. Ce serait bien, hein, pour sauver 3 geckos et enfin bon voilà, ça marche pas comme ça. Donc grosso modo, l'enjeu quand il est fort, c'est qu'il concerne des populations très denses, etc., les centres-villes et les machins. Et puis l'enjeu est très faible quand on est dans des zones un peu désertées. Et c'est moche, mais il y a des zones qui sont soumises à des risques naturels de façon assez élevée, mais qu'on va pas protéger parce qu'en fait il y a 3 clampins, même des humains, hein, il y a 3 clampins et ben question de pognon. Vous voyez, c'est affreux, hein, c'est moche, mais ça c'est la vie. C'est voilà. Donc c'est discutable de ce point de vue-là, mais enfin les gens qui travaillent là-dessus, ils font des ratios. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de dépenser de l'argent? Quand c'est pour 3 clampins, ça vaut pas le coup visiblement. C'est moche. Donc en fait, pour définir un risque, on fait l'opération suivante. Alors en réalité, les ingénieurs, ils ont vachement plus de paramètres que ça, mais enfin, c'est pour résumer. Un risque, le risque global, c'est donc la combinaison de l'aléa, la probabilité, et de l'enjeu, le nombre de personnes concernées. Donc, pour voir si vous aviez compris ce blabla, je vous avais mis cet exercice. Alors hop, je l'ouvre. Est-ce que c'est celui-là? Je crois qu'il va falloir que j'aille voir un ophtalmo, je vois de moins en moins bien. Moi. Oh, il faut que je porte des lunettes en plus du reste, ça va être une catastrophe. Oh là là, ça ressemble à rien votre prof. Alors, donc, je vais prendre du vert parce que c'est la correction. Donc, je vous disais, numéroter ces 3 situations, de l'aléa le plus faible, le numéro 1, à l'aléa le plus fort, numéro 3. Donc, il fallait numéroter dans les cases, hein, j'ai pas précisé, mais enfin, je pense que c'était évident. L'aléa le plus faible, donc l'aléa, hein, je vous rappelle, c'est la probabilité que le truc arrive. Vous aviez une avalanche à Cergy-Pontoise, une avalanche, voilà. Des orages dans le sud de la France et une inondation à Paris. Alors bon, ça dépend. Il fallait que vous ayez un tout petit peu de culture générale sur ce qui se passe en France en général. Il suffit de suivre un peu la météo de temps en temps ou les infos. Bon, là, il n'y avait pas besoin de culture générale. Je suis désolée, mais une avalanche à Cergy, je sais pas, moi j'ai pas vu de glacier ou de montagne haute à Cergy, donc désolée, mais là, faut que j'arrête de dire désolé pareil. Ça c'est un tic de langage. Arrêtez de dire désolé tout le temps pour tout. Soyez pas désolé, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, si, il y a des moments où on peut dire désolé, mais faites pas comme moi, utilisez pas de désolé au début de chaque phrase. Donc, une avalanche à Cergy, peu probable, on est d'accord? Et ensuite, vous aviez le choix entre des orages dans le sud de la France et une inondation à Paris. Ouais, des orages dans le sud de la France, je sais pas si vous avez suivi un peu les actualités, mais au moins tous les étés, il y a des orages et des inondations. D'ailleurs, je crois qu'il y en a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, des orages dans le sud de la France, c'est hautement probable, ça arrive tout le temps. Bon, il y en a aussi en Ile-de-France, on est bien d'accord, mais il y en a vraiment fréquemment dans le sud-ouest notamment.
Une inondation à Paris, ça arrive, beaucoup plus que des avalanches à Cergy, on est d'accord, mais c'est pas non plus tous les 4 matins. Donc finalement, si on était un peu logique, on mettait les inondations à Paris en 2 et les orages dans le sud de la France en 3. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour voir si vous aviez compris ce que c'était que l'aléa. Ensuite, bon, je vais pas reprendre le document, je vais aller direct au suivant, parce que je fais des captures d'écran de tout. Deuxième exercice, vous aviez à nouveau 3 situations, et là, il fallait numéroter les situations en fonction de l'enjeu, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées. Et je m'étais débrouillée pour vous mettre des trucs dont l'aléa, lui, était fort, donc c'était un peu pour vous paumer, vous voyez. Donc l'enjeu du plus faible numéro 1 à l'enjeu le plus fort numéro 3. Vous aviez une météorite sur Lyon. Lyon, c'est une grosse ville française. Une canicule dans le Larzac. Le Larzac, j'espère que vous êtes allés voir si vous ne connaissiez pas, c'est une région française fort densément peuplée, comme vous le voyez. Il n'y a pas grand monde. Et un séisme dans un village normand. Bon, un village... Ouais, bon. Donc bah là, l'enjeu le plus faible, l'endroit où il y a le moins de personnes, bah clairement c'est le Larzac. Hein. Voilà, c'est pas... à nouveau, il faut que je change. Il est nul ce logiciel. Mais j'ai pas envie d'investir. J'ai pas de sous. Canicule dans le Larzac. Bah oui, oui. Alors il y a souvent des canicules dans le Larzac. Oui, oui, c'est une zone très aride, sèche, etc. Plateau du Larzac, bien connu. Je crois qu'il y avait des... Bon, je vais pas rentrer dans les anecdotes. Ah, arrête les anecdotes, c'est pas possible. Donc, certes, ça arrive souvent des canicules dans le Larzac, mais il y a vraiment 3 clampins, donc l'enjeu est très faible. Désolée pour les habitants du Larzac, mais il fallait pas y aller. Hein. Ensuite, dans l'ordre, le village normand, c'est ce qui arrivait en 2. Alors, un séisme dans un village normand, je suis d'accord, le jour où ça arrive, c'est qu'il y a un problème d'alignement des astres, je sais pas. Enfin, ça arrivera peut-être, mais je serais très étonnée. Donc, un village, il y a quand même... Il y a du monde, mais il y a plus de monde que dans le Larzac, et il y a quand même moins de monde qu'à Lyon, hein, métropole française, mégalopole. Mais qu'est-ce que je raconte, métropole française? Bon, grosse ville française, voilà. Donc voilà, et ok, une météorite sur Lyon, quoique, bon, ça pourrait arriver, il n'y a pas de raison, mais ce serait vraiment pas de bol. Mais voilà, ça ferait énormément de dégâts, l'enjeu est très très fort, hein, d'accord? Il y a beaucoup de monde, je sais pas combien de monde il y a à Lyon, mais il y en a beaucoup, plus qu'à Irani. Voilà. Et le dernier exercice, c'était celui-ci, voilà, et ça nécessitait de faire quelques petits calculs. Donc je vous demandais en fait de compléter la dernière ligne du tableau, celle-ci, et puis ensuite de cocher le risque naturel le plus élevé. Donc il fallait comprendre. Donc vous aviez quoi? Vous aviez 3 risques. Je vous disais même pas ce que c'était pas intéressant, c'est des trucs que j'ai inventés. Hein. Alors les chiffres sont complètement pétés, hein, je les ai complètement inventés pour les besoins de l'exercice. Je sais même pas pour vous dire, je suis même pas sûre que les ingénieurs en risque, ils utilisent vraiment ce type de chiffres-là. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est que vous ayez compris le principe. Donc 3 risques. Pour chacun, je vous donnais l'aléa en pourcent, pourcentage de risque, pourcentage de probabilité que ça arrive. Donc vous aviez le risque 1 qui était le plus faible, le 2 le plus fort, et l'enjeu en nombre de personnes concernées. Donc là, l'aléa était faible, mais l'enjeu était fort. Là, l'aléa était fort, mais l'enjeu était faible. J'ai du mal. Et là, c'était une sorte de risque moyen, vous voyez. Et là, dernière ligne, je vous mettais risque calculé. Donc en fait, il fallait comprendre qu'il fallait multiplier les chiffres des 2 premières lignes. Ce qui nous donnait les résultats suivants. Ah, attendez. Bougez pas, je vais prendre ma calculatrice parce que j'ai pas envie de m'embêter. Là, je vous parle, je suis partie loin. Oui, je suis une flemmarde. Oui, j'assume. J'ai pas envie de m'embêter. C'est des calculs faciles à faire de tête, mais là, c'est le matin, j'ai pas bien dormi. Voilà. Premier risque, 6 fois 32 000. Donc vous obteniez 192 000, effectivement. 192 000, c'est une valeur de risque qui certainement n'existe pas dans le vrai monde des ingénieurs évaluant les risques, mais on s'en fiche. 192 000, ok. Risque 2, 39% fois 1100. Et j'ai une calculatrice de mamie avec des grosses touches, etc. On s'en fiche, du moment que ça marche. Elle est solaire en plus, alors là, vous pouvez rien dire. Ça nous fait un risque total de 42 900. Attendez, je mets un petit espace parce que sinon c'est pas très lisible.
Voilà. Et le dernier, 22% d'aléas fois 11 000 personnes potentiellement concernées. Ouh! Oui, c'était bien ça. Hein. Ça nous fait 242 000 de risque total. Donc du coup, il fallait me cocher le risque le plus élevé. Bah, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths p pour s'en rendre compte. Hein. C'était le risque 3. D'accord. Et souvent, en fait, les risques qu'on prend en compte et pour lesquels on met en place des protocoles, etc., d'évacuation, de machin, etc., c'est les risques dont la combinaison, enfin, dont l'aléa est relativement moyen, mais et l'enjeu est moyen aussi. Enfin, c'est souvent dans ces cas-là, en fait, qu'on intervient. Oui, non, en fait, je vous dis des bêtises parce qu'il y a aussi des risques naturels, genre à nouveau séisme au Japon, bah, là, l'aléa il est hyper fort et l'enjeu, je sais pas si vous avez vu la densité de population dans les grandes villes japonaises, mais autant vous dire que ils sont un peu nombreux ces gens-là. Donc voilà, bah, c'était ça qu'il fallait faire. Je n'ai pas d'anecdote particulière à vous dire là-dessus, je crois pas. Et puis comme ça, peut-être que j'arriverai à faire une vidéo qui dure pas 1 heure. Hein, ce serait pas mal. Écoutez, on s'arrête là, c'est déjà bien. Faut apprendre à faire bref et efficace. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique fond d'écran que j'ai mis pour l'occasion. Et puis bah écoutez, on se revoit bientôt puisque j'ai donné cet exercice pour le jour de la reprise, en tout cas des 6e. Donc bah écoutez, on se sera déjà vu normalement quand vous verrez cette vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop déçus par ma coupe de cheveux. Non, je rigole. Bon. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine!